avec Adrea. Adrea Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec la manifestation ce matin des employés d'un centre de soins grenoblois spécialisé dans la prévention et le traitement de l'addictologie. Ils craignent que ce centre soit réorganisé. Les postes de secrétaire ou encore d'éducateurs sont concernés. Des personnels pourtant très utiles pour l'accueil des patients. Vous entendrez le témoignage de certains d'entre eux. Nous parlerons aussi de l'acte 2 de la loi Montagne. Cette loi existe depuis 1985 et couvre de nombreux domaines tels que l'économie, l'emploi ou encore l'aménagement du territoire. Un projet de modernisation du texte sera prochainement débattu. Des propositions écrites notamment par la députée socialiste de Savoie, Bernadette Laclais. Elle est l'invitée de ce journal. Et puis, premier épisode de notre série consacrée à la rentrée des transfrontaliers. Ils sont nombreux à travailler en Suisse tout en vivant en France. Portrait ce soir de Manon, cette jeune Toulousaine commence un nouvel emploi dans une société de communication digitale basée à Genève. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale. Carole Guesseret reviendra notamment sur l'île de Lesbos en Grèce, symbole de la crise des migrants. Plus de 20 000 réfugiés attendent de pouvoir embarquer sur un ferry pour Athènes. La tension est forte avec les forces de l'ordre. Mais d'abord, on débute ce journal avec la grogne des buralistes. Journée d'action nationale aujourd'hui. Ils s'opposent au paquet de cigarettes neutres qui devraient être mis en place dès 2016. À Grenoble, ils étaient très visibles ce matin sur la rocade sud. Sophie Pellerin, Joël Serroni. La rocade en partie déserte à l'heure de pointe et pour cause. Les automobilistes avancent au rythme de l'opération Escargot. Avec seulement 9 voitures et à 10 km/h, les buralistes isérois ont paralysé l'agglomération grenobloise pendant près de 2 heures. Une question de survie, paraît-il. 38 d'entre nous en Isère ont fermé l'année passée, plus de 1000 en France. Et on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on a déjà une baisse des volumes de tabac depuis 2 ans. Ça devient de plus en plus dur. Et aujourd'hui, on veut nous imposer une dégradation de nos fonds de commerce. La dégradation serait, selon les buralistes, visuelle, avec l'instauration du paquet neutre voulu par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Plus de logo, une image choc recouvrant la quasi-totalité du paquet. Le temps d'une matinée, ce bureau de tabac du centre-ville grenoblois est passé au neutre. Alors ? C'est pas très joli à voir. Les photos, ça vous fait pas un effet choc un peu? Je les regarde pas. J'ouvre le paquet et je prends une cigarette. Déguisés pour l'occasion en buralistes neutres, les commerçants y voient surtout une incitation à la contrebande. En France, un paquet de cigarettes sur 4 est déjà acheté au marché noir. Les gens peut-être vont voir les photos, vont être un peu... Et je suis sûr qu'on va perdre au moins 8% de vente, même plus. Les gens iront les chercher là où on peut les acheter à moindre prix et avec des paquets normaux, quoi. Rejeté une première fois, le paquet neutre sera à nouveau au cœur des débats la semaine prochaine au Sénat. Marisol Touraine a déjà fait savoir qu'il serait instauré dans tous les tabacs début 2016. Et toujours à Grenoble, autre manifestation, celle des employés du centre Auclin, un centre de soins et de prévention en addictologie. Plusieurs postes pourraient être redéployés sur d'autres services. Assistantes sociales, secrétaires ou encore éducateurs sont concernés. Les syndicats craignent des conséquences négatives pour l'accueil des patients. Reportage Isabelle Guyader, Yves-Marie Glo. Voilà près de 40 ans que le centre Auclin, en plein centre-ville de Grenoble, accueille quiconque souffre d'addiction. On peut en pousser la porte gratuitement, de façon anonyme. Près de 800 personnes sont accueillies chaque année. Elles peuvent rencontrer médecins, psychologues, assistantes sociales ou éducatrices spécialisées. Mais ce matin, tous sont en grève contre la restructuration programmée par la clinique d'addictologie du CHU de Grenoble. Le projet, qui prévoit de redéployer 4 postes du centre ailleurs dans l'hôpital, veut s'attacher d'abord à la prise en charge médicale. Il faut du médical, mais du médical sans le social, sans des éducateurs, sans des gens qui travaillent au quotidien, ça ne marche pas. Dans le cortège, Stéphane a tenu à être là. Voilà 2 ans à présent qu'il a décroché. 6 ans qu'il vient régulièrement à Auclin. C'est un travail de tous les jours. Après, il faut continuer le combat, bien sûr. Mais il y a de la vitalité qui revient, il y a de la fierté, il y a de l'honneur qui reprend le dessus.
Sénisa a décroché de l'héroïne en 2013. Le centre Auquelin, c'est son point d'ancrage. C'est quand même un parcours de vie chaotique. Et sans le centre Auquelin, sans leur aide, ben oui, j'en serais pas là. Je serais pas chez moi, mon petit confort que j'ai enfin acquis au bout de 4 ans de démarche super lourde. Et c'est toute la valeur de cet accompagnement de longue haleine qu'une délégation vient défendre devant la direction. On a totalement conscience qu'il y a le problème de la précarité sociale et on sera en soutien, en aide. On a conscience qu'on ne peut pas supprimer tous les travailleurs sociaux de ce centre. Donc c'est ce projet médical qui reste à affiner. Et la direction évoque un malentendu, assurant qu'elle avait déjà accordé un moratoire. Un médiateur sera désigné pour finaliser dans les 2 mois un nouveau projet. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 3 lycéens de 16 ans ont été placés en garde à vue aujourd'hui dans l'enquête portant sur l'explosion survenue vendredi dernier au lycée Pravaz à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Les 3 jeunes ont reconnu les faits, assurant qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. En tout cas, un millier de lycéens avaient dû être évacués. Une enseignante avait été très légèrement incommodée. Nous vous parlions hier des réfugiés syriens. François Hollande, je vous le rappelle, a annoncé que la France accueillerait 24 000 réfugiés d'ici 2 ans. Alors se pose maintenant la question du logement pour ces réfugiés. Où peut-on les accueillir? Qui s'en occupe concrètement? Eh bien, Jean-Christophe Solari nous dit tout. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir, Pauline. Et vous avez quelques détails, notamment sur l'accueil de ces réfugiés dans les Alpes. Effectivement, Pauline, ce qu'il faut d'abord savoir, et ce que l'on peut dire ce soir, c'est que les principales villes des Alpes se portent volontaires pour accueillir des réfugiés. Et elles n'ont d'ailleurs pas attendu la décision de François Hollande pour héberger des familles de Syrie ou d'Érythrée. Mais cela s'est fait jusqu'ici dans des volumes très faibles par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui. Alors, dans le Nord-Isère, par exemple, la ville Fauthen, la ville accueille 8 familles syriennes, une quarantaine de personnes devraient être accueillies prochainement dans l'agglomération grenobloise. Et c'est aussi le cas à Chambéry, où là, 6 familles syriennes, actuellement dans des camps du HCR, vont être logées dans des logements sociaux. Désormais, donc, les procédures sont rodées et Chambéry se dit prête à mettre d'autres appartements à disposition. Et puis, à Annecy, là aussi, on est prêt à accueillir des familles. Un appel est d'ailleurs lancé par la mairie aux associations et aux citoyens volontaires. Mais on souligne aussi que 5000 demandes de logements sociaux sont en souffrance. Alors, quels seront les moyens mis en place pour cet accueil? Alors là, c'est toute la question, Pauline, et les responsables des villes vont bien sûr poser cette question à Bernard Cazeneuve et à Michel Sapin lors de la réunion qui aura lieu samedi au ministère de l'Intérieur. Mais Michel Sapin a d'ores et déjà affirmé qu'un travail d'évaluation était en cours. Alors, il y a un mouvement de solidarité qui s'exprime. Est-ce que pour autant, tout le monde peut accueillir un réfugié chez soi? Comment ça se passe pour les volontaires? Non, pas facile d'accueillir un réfugié, c'est ce choix. Alors, ce que l'on peut faire, c'est tout d'abord aller sur Internet et s'inscrire sur un site Internet qui a été monté avec l'association Saint-Ja, aiderlesréfugiés.fr. Il recense les associations d'aide aux migrants sur tout le territoire français. Et puis, concrètement, eh bien, il vaut mieux adhérer à un réseau local. C'est ce que nous explique la membre bénévole du réseau Esaïe, adossée au diaconat protestant de Grenoble, que nous avons rencontré cet après-midi. Tout seul, on ne peut rien. Il faut s'adosser dans une association. Et l'association toute seule, elle ne peut rien. Je travaille avec la CIMAD, l'ADA, la PARDAP, le Secours catholique, le Médecins du Monde, etc. Parce qu'on fait ce qu'on sait faire. On ne fait pas ce que les autres font mieux que nous. Donc j'insiste bien là-dessus. Pour que ce soit réussi, il ne faut pas se lancer tout seul comme ça. Voilà, et dans ces conditions-là seulement, Pauline, eh bien, un échange très riche s'opère et cela permet de se sentir enfin utile face à cette crise humanitaire. Merci beaucoup Jean-Christophe Solari. Alors aujourd'hui, de nombreuses associations se réjouissent que l'accueil des réfugiés s'organise un peu mieux en France, mais certaines souhaitent aussi rappeler que la solution, c'est avant tout de rétablir la paix en Syrie, car la population continue de souffrir dans ce pays. Céline Aubert et Frédéric Basquette ont justement rencontré les responsables d'une association basée à Chambéry. On regarde leur reportage. Voici la maison de Nasr, bombardée à Daraa, où la révolution a débuté en 2011. Sa famille a dû fuir. Son frère a traversé la Syrie à pied avant de rejoindre la Hongrie. Arrivé en France, c'est une autre galère qui l'attendait. Obtenir un rendez-vous avec la préfecture pour sa demande d'asile. Pour mon frère, le rendez-vous a pris 1 mois et demi. 1 mois et demi, vous êtes sans logement. Comme je dis, heureusement mon frère, je suis là. Quelqu'un d'autre, elle va dormir dans la rue. Il y a 6 mois, cet étudiant syrien a failli être reconduit à la frontière. Mais depuis quelques jours, il a l'espoir que les conditions d'accueil changent en France.
J'ai de l'espoir, oui, surtout après les déclarations de François Hollande. Il dit qu'on va accueillir 24 000 réfugiés syriens en France. Je le souhaite et j'espère accélérer la procédure de ma demande d'asile pour pouvoir continuer mes études. Emballement médiatique, prise de conscience, la photo du petit Aylan a provoqué quelque chose. Mais pour les membres de cette association humanitaire, cela ne doit pas occulter la réalité de la guerre en Syrie. La France peut faire beaucoup plus au niveau diplomatique pour essayer de trouver une solution au conflit syrien à l'origine, des racines, de traiter la situation de quelques migrants, 10 000, 11 000, 20 000, même 100 000, ça ne va pas régler le problème. D'après l'ONU, 7 millions de personnes seraient contraintes à l'exode à l'intérieur du pays. Impossible d'envoyer de l'argent. Pour les associations, seule solution, les colis de vêtements et de nourriture. Depuis quelques jours, Savoie Syrie Solidarité reçoit des messages des Chambériens qui souhaitent accueillir des familles ou parrainer un enfant en Syrie. On s'intéresse à présent à la loi montagne. Elle date de 1985 et avait besoin d'un petit coup de jeune. Alors 2 députés, dont la Savoyarde Bernadette Laclais, ont planché sur de nouvelles mesures censées moderniser cette loi relative à la protection et au développement de la montagne. Avant d'en parler avec mon invitée, la députée socialiste Bernadette Laclais, je vous propose de voir en détail quelles sont ces mesures avec Marie Michelier. C'est sur un bon lifting de la loi de 1985 qu'ont planché la députée socialiste de Savoie Bernadette Laclais et celle UMP du Doubs Annie Genevard. Au final, 99 mesures pour jalonner la politique montagne de demain. En ligne de mire tout d'abord l'urbanisme. L'une des attentes majeures repose sur l'adaptation de ces normes et réglementations aux spécificités de la montagne. Une limitation du foncier, l'incitation à la rénovation et à la résorption des friches, de quoi assurer ainsi la sauvegarde du patrimoine naturel et des paysages. Revoir aussi le statut et le droit des travailleurs saisonniers avec par exemple une reconduction automatique de leurs contrats et la création de groupements d'employeurs. Dans ce rapport également, une attention portée à l'adéquation du calendrier scolaire avec le tourisme hivernal, la création de critères montagne pour la carte scolaire et la relance des classes de neige. Les députés appellent aussi à un accompagnement dans la transition énergétique et la gestion des risques naturels. Elles proposent ainsi la promotion d'une culture de sobriété et d'éco-responsabilité, une meilleure gestion des ressources en eau et le déploiement de plans d'action et de prévention des aléas. Autant de recommandations sur lesquelles s'appuiera le gouvernement pour présenter le 25 septembre prochain à Chamonix une nouvelle feuille de route à l'occasion du Conseil national de la montagne. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille donc la députée savoyarde Bernadette Laclais, à l'origine donc de cet acte 2 de la loi montagne avec la députée Annie Genevard. La loi a été obsolète ? Oh non, la loi n'est pas obsolète. Mais la loi a été faite il y a 30 ans et donc le Premier ministre avait souhaité lors du congrès de l'Association nationale des élus de la montagne en octobre 2014 à Chambéry que des parlementaires soient nommés en mission pour regarder ce qui pouvait compléter la loi montagne, ce qui pouvait être peut-être amélioré et faire des nouvelles propositions. Parce qu'il y a 30 ans, on parlait peu de réchauffement climatique, on parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui d'accès au numérique. Et puis, on parlait aussi peu du recul du service public, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Et donc, par exemple, de la question de l'accès aux soins. Puis, il y a des questions qui ont été traitées en 1985, mais qui n'ont pas forcément trouvé toutes les solutions qu'on aurait pu à l'époque espérer. Et donc, nous avons aussi fait des propositions sur des sujets qui ont été déjà traités dans la loi de 1985. La question des saisonniers dont vous parlez dans votre reportage est une question dont on parle depuis 30 ans. Et pourtant, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions au statut des saisonniers, à leur situation, notamment Vous allez assez loin d'ailleurs sur ce point-là, Bernadette Laclais. Vous allez assez loin sur ce point du travail des saisonniers. Oui, on va assez loin. Il y a d'ores et déjà un groupe de travail qui a été initié par le ministre du Travail, François Rebsamen, quand il était ministre. Et le travail se poursuit puisque nous sommes convoqués demain à une réunion au ministère du Travail. Donc oui, nous avons fait des propositions qui sont assez innovantes et j'espère qu'elles pourront être retenues, discutées, dialoguées dans le dialogue social, mais également avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi qu'elles feront l'objet d'un débat au Parlement. Alors vous parlez aussi du réchauffement climatique. Comment les stations de montagne doivent-elles s'y préparer si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs? Pardon? Vous parlez aussi du réchauffement climatique. Comment les stations de montagne doivent-elles s'y préparer si ce n'est pas déjà fait?
Alors, nous parlons du réchauffement climatique parce que c'est un phénomène effectivement que l'on constate et cet été nous l'avons encore constaté de manière très forte. Nous invitons donc effectivement à ce qu'il y ait une réflexion, d'abord une réflexion sur la protection de la montagne dans certains cas, mais aussi sur la réhabilitation du logement parce que beaucoup de logements ont été construits dans les années 70 et par exemple ne répondent pas aux normes aujourd'hui d'efficacité énergétique. Nous appelons également à ce qu'il y ait une réflexion sur la question du transport des voyageurs, mais également du transport des marchandises. Et puis évidemment, nous travaillons et nous avons fait un certain nombre de propositions pour que nous soyons dans une logique aussi de territoire à énergie positive, comme on appelle cela. C'est quand on a proposé cela, on ne savait pas que d'ailleurs le président de la République viendrait en Savoie annoncer la signature de ces contrats avec l'État et avec des financements à la clé. L'objet, c'est de réfléchir comment on peut, l'ensemble du territoire concerné par la montagne, mais aussi avec les agglomérations, travailler finalement à créer plus d'énergie qu'on en consomme sur ces territoires. Merci beaucoup Bernadette Laclais d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Merci infiniment. Après un passage difficile en 2014 avec un redressement judiciaire, l'imprimerie des Deux Ponts a finalement réussi à rebondir. L'imprimerie, l'une des premières de France, installée à Bresson, près de Grenoble, fête vaillamment ses 80 ans. Elle mise sur des produits haut de gamme, notamment dans les domaines du luxe, de la mode ou de l'art. Xavier Schmitt, Franck Serroni. Elle tourne 24 heures sur 24. Des presses ultra perfectionnées, à la fois très rapides et très précises. Cette technicité est au service du sur-mesure, comme ce catalogue destiné à un grand horloger. Il faut restituer toutes les nuances de couleurs voulues par le client. Il faut faire attention au niveau des fonds et des montures, qu'ils ne soient pas trop jaunes ni trop rouges au niveau des ors et des gris au niveau de l'argent, qu'on ne soit pas rouge ou jaune. Le fondateur, André Caillat, c'était il y a 80 ans, en 1935. L'entreprise familiale est restée longtemps ce qu'on appelle une imprimerie de labeur pour les imprimés standards. La troisième génération a pris le tournant du numérique en privilégiant le haut de gamme. Elle s'est rebaptisée Manufacture d'Histoire. On aide nos clients à raconter leurs histoires. Donc on parle vraiment d'imprimer à forte valeur ajoutée. À une époque, on disait qu'on avait une grosse clientèle de luxe, qui est toujours le cas. Mais on peut dire qu'on l'a beaucoup élargi sur des gens qui cherchent, on va dire, les arts graphiques. Un côté artistique sur la forme et sur le fond, dans le traitement de leurs éditions et de leur imprimé de communication. L'entreprise a subi des revers financiers. Elle les a surmontés en préservant son identité. C'est la seule imprimerie française intégrée. Pas moins de 34 métiers parmi les 160 salariés. On est devenu une manufacture, comme une manufacture horlogère qui fabrique ses propres mouvements. Là, dorénavant, on est en capacité de créer un produit de A à Z, c'est-à-dire du pré-presse jusqu'à la finition et la logistique. Un savoir-faire très prisé dans les domaines du luxe, de l'art ou de la mode. L'imprimerie détient un prestigieux label, Entreprise du patrimoine vivant. Et on poursuit avec notre série spéciale sur la rentrée des frontaliers. Chaque jour, ils sont près de 60 000 à franchir la frontière franco-suisse pour aller y travailler ou étudier. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le portrait de Manon. Cette jeune Toulousaine fait sa rentrée dans une entreprise genevoise. Serge Vorette, Ingrid Pernet-Duparc l'ont rencontrée. Si tout va bien, on devrait mettre 3 quarts d'heure. Alors à nouveau, en baisse. Lundi 11h, l'avion accuse près de 5 heures de retard, ce qui ne réjouit pas franchement Manon, la jeune Toulousaine, à la vie devenue très calibrée depuis un an. Je prends l'avion pour aller en cours à Toulouse, puis je reviens pour être en stage à Genève. Et du coup les retards comme ça, c'est vraiment problématique. De sa vie toulousaine, elle ne semble avoir gardé que son scooter, rose comme sa ville, son accent évidemment et ses allers-retours incessants durant une année. La voilà lancée en cette rentrée 2015 sur le marché suisse du digital, où l'on se soucie bien moins de sa provenance que de ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Manon est arrivée, elle a fait 5 ans d'études. Elle avait déjà fait des stages à Genève, qu'elle vienne de Toulouse ou d'ailleurs, c'est ses compétences qui ont été en premier lieu, qui ont permis de faire ce choix. Et je suis ravie, et ça donne un petit peu d'air de Provence avec son accent, et c'est très sympathique. Ouais, par l'équipe, par Sylvie, et puis après je pense qu'il faudrait créer un brief.
Génilem coach les jeunes entreprises suisses et avait besoin de redynamiser son image sur le web. Un travail taillé sur mesure pour la jeune Toulousaine qui voit avant tout Genève comme une première expérience dans une ville internationale et cela vaut bien quelques petits sacrifices. C'était un gros engagement de ma part parce que c'était quand même compliqué humainement de faire tous ces allers-retours entre Toulouse et ici, avoir un rythme soutenu, beaucoup d'organisation. En gardant du naturel dans tout ça, en étant en forme pendant les cours, que j'avais le vendredi et le samedi, donc finalement pas de week-end, parce que le dimanche je revenais ici. Donc ouais, c'était compliqué, mais ça m'a permis d'arriver là où je suis, donc je suis ravie. À Genève, c'est 40 heures de travail hebdomadaire, plus 5 heures supplémentaires possibles, souvent encore 4 semaines de congés seulement par an. Pour un premier CDD, Manon gagne un peu mieux sa vie qu'en France, pas de quoi s'établir en Suisse évidemment, juste y travailler et s'enrichir des petites différences culturelles. L'aspect ponctuel, être à l'heure, toujours ce rapport à la qualité. Donc au début c'est dur, mais en fait ça pousse à s'améliorer, quoi. Donc à être très qualitatif dans le travail, dans les relations, les valeurs beaucoup portées sur l'aspect droit. Voilà, on ne la fait pas à l'envers, alors que dans le Sud c'est bien connu que déjà on va te la faire à l'envers pour commencer, pour voir comment tu réagis, puis après en fonction on va réfléchir. Donc bon voilà, je sais pas, moi c'est tout ce contraste qui m'a toujours plu et qui me pousse un peu vers le haut et garder un esprit toujours très ouvert. Reste sa vie sociale. À Genève, elle semble avoir trouvé ses marques en un an, mais cette rentrée 2015 sera pour elle véritablement l'année de tous les défis. Et je pense que c'est une chance pour elle aussi d'avoir un développement sur Genève. Après, ça sera un choix de sa vie, de savoir si elle veut retourner en France ou si elle veut rester à Genève. En l'occurrence, ici, il y a un gros potentiel de développement pour elle. Et autre portrait dans un autre style, celui de Céline, une Iséroise spécialisée dans la restauration du cuir. Elle vient d'être distinguée par le ministère de la Culture et de la Communication. Nathalie Rapuc et Antoine Marnas l'ont rencontrée. Tout droit ressurgi du passé, ces chaussures en cuir ont été remises entre les mains expertes de Céline. Cette restauratrice tente par un protocole bien précis de leur redonner forme. Alors là, je suis en train de consolider en fait les parties basses de la chaussure, donc la semelle, pour être sûr qu'elle va supporter la remise en forme que je vais faire. Ces chaussures ont été traitées à une époque avec un produit qui aujourd'hui assèche le cuir. Trouvé au 19e siècle, cet objet, comme tous les autres dans cet atelier, a une histoire. Ces chaussures, elles ont été découvertes sur un site archéologique en Égypte. Et d'après la forme de la chaussure, la typologie des décorations, on pense qu'elles datent du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc elles sont de l'époque copte de l'histoire de l'Égypte. Donc ce sont des chaussures qui sont quand même très anciennes et qui sont dans un état de conservation assez remarquable si on imagine leur âge. Depuis 10 ans, Céline restaure toutes sortes d'objets en cuir sur place dans son atelier ou dans les musées et même dans les châteaux. Un savoir-faire qu'elle est la seule à détenir en France. Ce qui lui vaut aujourd'hui le titre de maître d'art. Une réussite malgré les réticences de ses professeurs à l'époque. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix, surtout que ça me permet de voir une très grande diversité d'objets, de ne pas tomber dans la routine, parce qu'un objet archéologique ne présente pas les mêmes problèmes qu'une tenture murale, enfin des objets en cuir de Cordoue ou que des objets mobiliers. Et c'est ce qui fait l'intérêt de venir travailler tous les jours. C'est ici que les pièces sont entreposées. Des objets qui font appel à de nombreuses compétences, comme ce devant d'autel. Alors, quand on a des scènes figuratives comme ça, qui sont un peu délicates, on va dire, souvent je fais appel à des collègues qui sont restauratrices de peinture, de toile, parce que là on voit que la tête du Christ notamment est quand même très lacunaire, donc il va falloir reconstituer. Pour le reste, c'est un travail de nettoyage, de consolidation qu'on fait habituellement, avec comblement des lacunes, doublage des déchirures. Marie assiste régulièrement Céline. Grâce au titre de maître d'art, Céline va pouvoir transmettre l'excellence de ses savoirs et savoir-faire dans la restauration d'objets en cuir.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle deux des principales informations avec la grogne des buralistes. Journée d'action nationale. Aujourd'hui, ils s'opposent au paquet de cigarettes neutres qui devrait être mis en place dès 2016. À Grenoble, ils ont manifesté ce matin, on le voit sur ces images, sur la rocade sud, provoquant quelques bouchons. Et puis manifestation aussi ce matin des employés d'un centre de soins grenoblois spécialisé dans la prévention et le traitement de l'addictologie. Ils craignent que ce centre soit réorganisé. Les postes de secrétaire ou encore d'éducateurs sont concernés, des personnels pourtant très utiles pour l'accueil des patients. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site internet alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là, au même endroit, demain à 19h. Passez une très belle soirée et à demain. Bonsoir, le soleil va largement dominer ce mercredi 9 septembre sans aucun nuage à l'horizon. Du soleil donc partout malgré la fraîcheur ambiante. On attend des températures entre 4 et 10 degrés tout au plus. Côté ciel, le temps devrait être des plus agréables demain après-midi.